Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Mathéo. Bonjour. Et bienvenue dans ce live métier en coulisses. D'abord, un grand merci à toi, Mathéo, de prendre un peu de temps pour expliquer ton métier. Assez passionnant. Il y a pas mal de choses à raconter. Il y a aussi le sport, il y a l'éco-construction, le sport, bref, tout ça se lie et le lien, c'est toi. On va revenir dessus. Peut-être en attendant que les uns et les autres se connectent, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écoutez et même pour quelles raisons vous avez choisi d'assister à ce live. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que c'est un métier dans lequel vous réfléchissez à vous-même aller à vos claviers? Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Clémence, je suis cofondatrice de Chance et ravie d'assister à ce live avec toi, Mathéo. N'hésitez pas, le but du live, c'est vraiment que ce soit interactif. L'idée, c'est de poser des questions, toutes les questions que vous pouvez avoir. À Mathéo, je me ferai le plaisir de les poser pour vous au fur et à mesure de l'explication. Bonjour Cluny. Bonjour Barbara. Eh bien, je pense que vous êtes au bon endroit. Alors, peut-être en introduction, je vous propose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de vous donner une petite explication de ce qu'est Chance. Chance, c'est une communauté d'entraide et une méthode qui permet à chacun de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. On a plusieurs axes, notamment notre communauté d'entraide avec l'application 3 minutes pour les autres qui permet à tous de donner un coup de main, ce qu'on appelle un coup de pouce professionnel, à des personnes qui se posent des questions. Et d'ailleurs, de ce fait, Mathéo, actuellement, tu donnes un coup de pouce professionnel à plein de gens d'un coup, ce qui est très chouette. Merci pour ça. Et on a également les programmes d'accompagnement et notamment le bilan de compétences qui est probablement le plus connu et dans lequel, à peu près au milieu, on propose aux personnes qui le font d'aller se confronter à la réalité du terrain, aller un petit peu au-delà de leurs idées préconçues, de leurs croyances, qu'elles soient positives ou négatives, et s'assurer qu'ils font effectivement le bon choix en fonction de ce qui les engage eux. Et justement, le thème de l'engagement est quelque chose avec lequel on va probablement commencer. Donc Mathéo, avant même de raconter ton parcours, même si tu as le choix, en fait, tu peux faire dans l'ordre que tu veux, très sincèrement. Avant même de raconter ton parcours, est-ce que tu veux nous parler de ton engagement au quotidien? Cet engagement au quotidien, du coup, moi, je l'opère à travers mon sport, notamment avec une association qui s'appelle les Climato-Sportifs. Je fais beaucoup de sport et mon envie, du coup, c'est de pouvoir faire intégrer les enjeux écologiques dans le sport. Et donc, même lorsque je cours, cet engagement-là, il me donne un peu une force supplémentaire. Et je pense qu'on en parlera tout du long du live, mais ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que au-delà de cette pratique quotidienne sportive, mon engagement m'a offert beaucoup de possibilités professionnelles, d'opportunités et un peu ouvert mon scope sur ce qui était réalisable, sur encore une fois des opportunités. Et je trouve ça cool du coup qu'on commence sur ça parce que en fait l'engagement ça veut un peu tout et rien dire et ça peut surtout s'appliquer à ce qui vous passionne très précisément. Et donc je trouve que c'est quelque chose de cool à faire quand on est jeune ou moins jeune, d'essayer de s'engager, de voir ce qui nous plaît, parce que derrière cet engagement peut découler énormément de choses. Ça fait du bien au moral, on rencontre des gens, on a des carrières qui se débloquent des fois. Donc voilà, on a commencé sur cet engagement-là parce que pour vos carrières professionnelles, ça peut être super intéressant. Justement, qu'est-ce que tu mets derrière le mot engagement? Qu'est-ce qui, toi, t'engage au quotidien, que ce soit dans le sport ou dans ta pratique professionnelle? Bah, c'est pour ça que je dis que l'engagement, ça peut un peu être tout et n'importe quoi, dans le sens où là, aujourd'hui, mon engagement, forcément, je le définirais par mon association où je vais essayer de sensibiliser un maximum de personnes à des sujets qui sont importants pour moi à travers le sport. Mais l'engagement, ça peut être aussi discuter avec sa famille, ça peut aussi ça peut aider quelqu'un dans la rue, ça peut choisir justement un métier qui nous passionne. On peut être engagé au quotidien en faisant un métier qui justement a du sens et qui correspond aux valeurs qu'on porte. Donc l'engagement, c'est vraiment très 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 large.
Euh, oui, vas-y. Non, pardon, je voulais pas te couper. Non, non, mais je pense que c'était la fin. Parce que, Alors, il semble ouais. qu'effectivement, pour toi, l'engagement est très rattaché au climat, Oui, pour moi, oui. évidemment. Mm. Et justement, l'association Les Climato-Sportifs, bon, ça coule de source vu le nom, Mhm. mais également au sein enfin, lors de ton métier, enfin, l'exercice de ton métier. Mhm. Comment est-ce que tu es arrivé à ce métier-là en particulier? Qu'est-ce qui t'a décidé? Qu'est-ce qui t'a motivé tout au long de ton parcours? Ben, c'est un peu un fil rouge aussi. J'ai pas eu souvent on a ce fameux déclic à propos des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux, mais disons que quand même depuis jeune, j'ai envie de faire un métier qui va dans le sens de cette transition écologique parce que je sais que ça va me pousser à être meilleur ou à bien faire mon travail, disons. Et je pense que quand j'étais jeune, j'avais un peu un manque de motivation. Je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais pas trop où aller. Et donc après j'ai eu la chance de faire un bac S. Donc j'ai quand même eu aussi beaucoup de chance parce que mes parents m'ont poussé à faire ce bac S. Si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais pas réussi. Donc j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir cet accompagnement-là. Et donc après ce bac S, je savais pas trop quoi faire et j'ai vu un DUT génie civil et il y avait une petite à la fin du nom de ce DUT, c'était construction durable. Et en fait, quand j'ai vu construction durable, bah, ça m'a attiré tout de suite, que je me suis dit, mais c'est trop cool, je vais pouvoir décarboner un secteur qui est extrêmement polluant, quoi. En plus, je trouvais ça cool. Ça me rappelait un petit peu l'architecture que j'ai toujours trouvé hyper intéressant, passionnant. Et donc, du coup, bah, moi, ça m'a poussé à faire débuter des études, ça m'a poussé à continuer mes études. Et ce fil rouge, il a été perpétuel jusqu'à mon école d'ingénieur, parce que du coup, j'ai fait un DUT génie civil, j'ai fait ce qu'on appelle une prépa ATS, c'est une prépa passerelle qui me permet de passer d'un DUT à une école enfin, plus généraliste. Et j'ai fait le choix de continuer à travailler sur ces sujets de décarbonation du secteur du BTP en me retrouvant dans une école qui s'appelle l'ESTP, donc l'école spéciale des travaux publics. Et donc aussi de choisir des options toujours très axées sur la décarbonation du secteur du BTP. Et donc ensuite, après, de trouver un métier en lien avec ça. Et l'un de mes premiers jobs, du coup, a été de travailler dans une boîte et de trouver des innovations dans le secteur du BTP à viser de décarboner leurs pratiques, que ce soit les matériaux, les modes opératoires, les procédés. C'était assez généraliste. Et du coup, je trouve ça cool en fait que cette ligne rouge, l'environnement en fait, a pour moi été une source de motivation supplémentaire, quoi. Donc ça semble être, ça remonte à assez loin in fine. Il n'y a pas eu c'est ce fil-là que tu as pu dérouler tout au long de ta carrière. Alors concrètement, ça consiste en quoi, ingénieur construction bas carbone? Tu as un petit peu parlé, mais aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Mais en vrai, ça regroupe comme c'est assez large, dans le sens où c'est un peu la même dénomination que j'ai eue à travers différents postes, mais j'ai fait des choses très différentes. Bah, comme je l'ai expliqué un peu avant, l'un de mes premiers métiers, c'était, par exemple, d'aller dans des salons, de trouver des innovations, de former les collaborateurs du groupe et de trouver quelles étaient les innovations qu'on pouvait implémenter à l'entreprise et mettre en application concrète. En fait, il y a ce qu'on appelle la RE 2020, c'est une loi qui existe maintenant depuis 2 ans. Et donc, il faut transformer l'entreprise pour qu'elle puisse répondre aux obligations de cette loi. Donc ça a été un des métiers que j'ai eu. Ensuite, j'ai aussi pu travailler sur ce qu'on appelle les certifications environnementales. Il y a des bâtiments qui ont la volonté de s'améliorer et d'avoir des bonnes notes, disons. Et en fait, ces bonnes notes, ça leur permet ensuite de communiquer dessus, ça leur permet d'attirer plus de locataires. Ils travaillent aussi pour avoir un maximum c'est comme de la bonne pub, quoi. Et ces certifications-là, ça leur atteste qu'ils ont un certain niveau d'exigence. Et ensuite, notre travail aussi, c'est de faire l'état des lieux du bâtiment et puis de proposer des solutions pour améliorer du coup cette certification environnementale. Il y a différents critères et on va venir leur proposer d'améliorer par exemple leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie et d'autres, en fonction des 9 critères. Une des autres missions que j'ai pu avoir, c'est par exemple sur ce qu'on appelle les DPE et d'aider du coup
un portfolio, donc c'est-à-dire beaucoup de bâtiments. On va travailler sur tous les bâtiments d'un groupe, par exemple. Il y a Alors, des bâtiments DPE, c'est diagnostic, quelque chose énergétique, c'est de ça? performance énergétique. La performance, c'est que... Diagnostic de performance énergétique. Et en gros, ce diagnostic, il est là pour donner aussi une note au bâtiment et dire ce bâtiment-là, il est un petit peu comme vous voyez sur vos lave-linges. Des fois, il y a la note A, la note B, la note C. Donc, en fonction de différents critères aussi, il va venir classer la performance énergétique du bâtiment. Et donc, idéalement, il faut avoir un bâtiment A, qui veut dire que la chaleur se conserve bien, qu'il n'y a pas de déperdition énergétique, et donc aussi que comment on appelle ça, votre facture d'électricité ou de gaz sera moindre parce qu'il a bien été construit. Et si, à l'inverse, on est sur une classe plutôt G, plutôt E, là, il risque d'y avoir un coût de chauffage très élevé parce que du coup, toutes les déperditions s'échappent et partent. Et donc là, c'est à nous de travailler en tant qu'ingénieur pour voir quelles sont les solutions à mettre en place, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, pourquoi, et de cibler un petit peu les bâtiments à prioriser pour le faire. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des réglementations qui existent et qui seront de plus en plus exigeantes et qui vont faire que, par exemple, des bâtiments de classe trop faible ne seront plus possibles à la location ou à la vente. Oui, ça allait être une de mes questions. Il y a beaucoup de bruit autour des passoires énergétiques en ce moment. Je me demandais, c'était quelque chose que toi aussi sur lequel tu travailles. Est-ce que c'est plutôt des bureaux, plutôt de l'habitation, les deux peut-être? Moi, plutôt des bureaux. Okay, ouais. Du coup, ouais, le sujet de la passoire énergétique est peut-être un peu moins... Ah, quoique peut-être que la passoire énergétique touche aussi le bureau. J'avoue que je ne sais pas. Bah, dernièrement, j'ai travaillé, oui, sur les bureaux aussi, ça existe totalement, parce qu'il y a des bureaux qui sont plus ou moins vétustes, plus ou moins vieux. Des fois, il y a des problèmes aussi parce qu'il y a des communications qui sont un petit peu compliquées entre les étages. Et donc, des fois, il y a des avancées sur des étages et pas sur d'autres. Enfin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Après, on ne se concentre pas uniquement sur les bureaux. Il y a aussi toute la partie du tertiaire. Donc le tertiaire, l'industrie tertiaire, ça va correspondre par exemple aux grands, comment on appelle ça déjà, entrepôts. Et donc une entreprise va chercher à réduire un petit peu la consommation énergétique de son entrepôt et on va devoir travailler sur aussi comment améliorer leur consommation d'énergie, leur consommation d'eau, leur consommation d'électricité, la lumière, même aussi ce qu'on appelle le land and use en anglais, mais c'est la parcelle de verdure autour du bâtiment. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus ou moins de végétaux quoi, qui nous entourent. Et alors, j'imagine que tu travailles tu travailles pour des entreprises. Et la question de Barbara est intéressante. Elle demande si tu fais beaucoup face à du greenwashing dans tes missions. Et j'imagine du coup la question derrière, c'est comment toi, au vu de ton envie et de ton engagement et de ce qui t'anime, comment tu y fais face? C'est une très très bonne question. Et pour moi, si je suis assez transparent, je trouve qu'il y a quand même pas mal de greenwashing dans le sens où les certifications qui sont mises en place par moment, en fonction de son niveau je dirais pas de radicalité, mais de volonté écologique, des fois on peut se rendre compte que c'est un petit peu light. Il peut y avoir des certifications qui sont pas assez exigeantes et des fois en fait on va avoir des certifications qui vont se tourner vers des solutions qu'on va préconiser qui sont plus simples à mettre en place mais moins impactantes, juste pour faire augmenter le score de la certification. Et ils vont afficher une bonne note, mais en soi, ils n'auront pas changé grand-chose. Donc, ça va aussi dépendre de l'interlocuteur, ça va dépendre de l'entreprise face à laquelle on se retrouve. Et ça va être aussi à nous, en tant qu'ingénieurs, de convaincre les personnes de mettre l'argent là où il faut pour avoir un impact concret. Et il y a aussi un gros sujet de sensibilisation pour expliquer que si cette entreprise ne fait pas le nécessaire pour participer aux enjeux du dérèglement climatique, potentiellement son entreprise peut être mise à danger, peut être mise à risque, et donc évoquer les sujets qui tournent autour du dérèglement climatique, comme la pollution de l'air. Si c'est une entreprise, je sais pas, moi j'étais une entreprise qui fait des articles de sport,
ou d'un article ou une entreprise qui c'était, il me semble, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais La Poste par exemple. Et on va essayer de trouver les choses qui potentiellement peuvent les toucher en tant qu'entreprise pour leur donner envie de faire plus et de faire des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus impactantes sur les sujets qu'on trouve importants, quoi. Non, il y a il y a un vrai axe conseil aussi et prise en compte de leurs besoins, mais un peu poussé dans le sens de ce que tu portes. Et d'ailleurs, à ce propos, dans le métier que tu exerces aujourd'hui, quelle est la partie que tu préfères? Qu'est-ce qui t'anime le plus? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai une carrière qui est assez courte, hein. Ça fait qu'un an et demi enfin ouais, 2 ans que je bosse. Mais ce que je trouve assez intéressant quand même, c'est que aujourd'hui j'ai la chance de voir pas mal de missions différentes. Donc du coup, je fais du conseil actuellement, et donc j'interviens sur des thématiques qui sont très différentes. Là, en 2 ans, j'ai pu vous citer 3, 4 missions qui sont complètement différentes. Donc j'avoue que ça, c'est assez plaisant pour débuter une carrière, d'avoir l'opportunité, enfin vraiment la chance de pouvoir tester quelque chose, la mission prend fin, puis tester quelque chose, la mission prend fin, et du coup d'élargir un peu son panel de compétences, mais aussi moi être plus précis sur ce que je veux, ce qui m'intéresse et ce que je trouve plus ou moins pertinent pour mon profil et ce que j'aime faire, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance quand même. Et de ton expérience, que ce soit pendant tes études ou depuis 2 ans, qu'est-ce qui a le plus d'impact selon toi? Qu'est-ce qui, dans les différentes missions que tu as pu réaliser, ou même celles que tu n'as pas réalisées toi, mais peut-être des gens autour de toi dans ta promo, qu'est-ce qui semble être le plus, c'est peut-être la solution à la question à 3 millions, mais marche le mieux pour aller plus vite sur cet enjeu qui est majeur? Qu'est-ce qui a le plus d'impact du coup? C'est ça, si je dois Ouais. résumer. Donc, qu'est-ce qui a le plus d'impact? C'est une bonne question. Et je repense en même temps à la question d'avant, parce que du coup, c'est drôle de faire aussi cette introspection. Et je pense, moi, ce que j'aime bien, c'est cet échange aussi avec des personnes, des fois, qui n'ont pas la même sensibilité que moi, d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent et d'essayer de les ramener le plus que possible à des changements plus ou moins importants, quoi, et impactants. Et donc, du coup, c'est pour ça que je refais ce lien-là pour revenir à qu'est-ce qui est le plus impactant, parce que c'est difficile à savoir et ça va vraiment dépendre de l'entreprise dans laquelle on est. Il y a des entreprises, des fois, qui se tournent vers nous et qui nous demandent uniquement de réfléchir à des modèles qui changent totalement leur business model, du coup. Je sais que, par exemple, Decathlon a essayé de se tourner un peu plus vers ce choix de faire du locatif plutôt que du neuf tout le temps. Et donc ça peut être quelque chose qui est insufflé et qui peut donner envie demain voilà, de changer de modèle et de voir comment est-ce que le modèle peut fonctionner réellement. Et je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est une question difficile. Qu'est-ce qui est le plus impactant? Parce qu'il y a tellement de choses. Ça va dépendre si on a une entreprise qui est très consommatrice d'énergie et qui, en termes de carbone, émet beaucoup, bah, on va avoir une solution adaptée. Et puis aussi, il faut être conscient qu'on ne sait pas tout. Des fois, on va proposer une solution, ce sera pas la meilleure au monde, mais il faut toujours essayer d'être le plus pertinent que possible. Et puis, surtout, je pense que ce qui est le plus impactant, au fond, c'est de réussir à sortir un peu de cette vision uniquement carbone, qu'on a beaucoup dans les milieux de l'ingénierie, parce que le carbone, c'est facilement quantifiable. Le carbone, c'est quelque chose qui a été très médiatisé aussi. C'est quelque chose qu'on voit énormément. Mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent de sortir un peu de cette vision carbone et de traiter aussi, notamment avec ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie et un peu moins d'une vingtaine de critères pour traiter aussi de l'utilisation des sols, de l'oxygénation des océans, enfin plein de l'acidification de l'eau, beaucoup de critères différents. Et ça, c'est aussi compliqué par moment à instaurer, évoquer, parce qu'on a cette vision très très carbone. D'accord. Alors, quelles seraient les évolutions que tu imagines pour ta carrière? Et peut-être que ça répondra de facto un peu à la question d'avant aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard, toujours dans cette branche-là potentiellement? C'est une bonne question.
Idéalement, je repense aussi aux personnes que j'ai eu la chance de croiser sur mon parcours et qui, du coup, eux, étaient plus avancés parce que les âgés avaient déjà eu des expériences, enfin, plus d'expérience que moi. Et je pense que ce serait quand même de pouvoir continuer à traiter des sujets avec une forme de technicité, mais aussi de pouvoir s'adresser à un plus grand public que possible. C'est une bonne question parce que en ce moment aussi, j'ai plein de réflexions autour de ce que je fais aujourd'hui avec le sport, les climato-sportifs, ce que je fais avec mon métier d'ingénieur. Et il y a des choses que je trouve hyper passionnantes dans l'un, hyper passionnantes dans l'autre. Et donc, même pour moi, c'est un peu brouillon de me dire comment est-ce que je peux continuer. T'as pas encore la réponse, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu as eu des hésitations dans ton métier, enfin, dans l'exercice de ton métier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? J'imagine que le greenwashing, ça va pas être très simple, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on dit pas forcément, mais qui peuvent être difficiles? Ce qui peut être difficile des fois, c'est peut-être en fonction de son niveau d'avancement sur cette lutte écologique. Ouais, je pense que ce qui est profondément compliqué, c'est que les entreprises dans lesquelles on est, moi, je m'en considère comme très écolo quand même. Je considère comme très écolo. Et donc, les entreprises dans lesquelles on rentre, des fois, ne sont pas forcément prêtes et ne sont pas forcément au même niveau, n'ont pas la même volonté d'avancer sur des sujets de manière parfois assez radicale. Et des fois, ça peut être un petit peu frustrant parce que on est jeune, on a envie de tout changer, on a envie de faire bouger les choses. Et on se rend compte que malgré le fait qu'on se tourne vers des entreprises à mission qui ont de bonnes volontés, des fois c'est compliqué parce que un système fait que on doit travailler de cette manière-là, qu'il faut faire les choses pas à pas, que des fois il y a des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes volontés, les mêmes valeurs, et il faut les comprendre, et il faut avancer avec eux. Et donc souvent en tant qu'ingénieur, on intervient pour des entreprises, et donc des fois ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir changer les choses autant qu'on le souhaiterait. Il faut probablement pas mal de pédagogie, j'imagine. Ouais, oui, il y a un gros aspect pédagogique aussi dans l'aspect de l'ingénieur. Souvent, on voit quelqu'un derrière son ordinateur et c'est fini, mais en fait, il y a un gros côté où il faut expliquer et sensibiliser quant au fond à ce qu'on a réalisé. Je pense à ceux qui nous écoutent peut-être et qui réfléchissent à se tourner vers cette industrie. Quel type de métier ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'est pas nécessairement ingénieur de formation et qui a envie, pour autant, qui pourrait et qui aimerait, pour plein d'autres raisons, s'investir dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? C'est-à-dire les passerelles un peu existantes? Peut-être les passerelles, enfin peut-être des métiers autour du bas carbone pour lesquels il n'y a pas besoin d'être ingénieur nécessairement. En fait, ce qui est assez drôle avec ce métier, c'est que j'ai l'impression qu'il touche beaucoup plus de personnes c'est même quasiment toute la population, dans le sens où on va traiter du bâtiment, et le bâtiment, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, parce qu'on utilise des bâtiments à longueur de journée. Et puis, il y a un peu ce côté où souvent les personnes semblent comprendre un peu ce qu'on traite, parce que chez eux, c'est des choses qui font tout le temps économiser leur énergie, économiser l'eau, traiter les sujets de luminosité, ou même pour certains qui ont la chance de traiter de sujets de végétaux. Donc, je trouve ça, en fait, je pense qu'il faut se retirer cette forme des fois d'illégitimité, s'assurer que c'est un sujet qui est abordable par tous, qui est pas si complexe que ça à traiter, parce que justement c'est quelque chose qui nous entoure au quotidien. Et puis après, sur les formations, les passerelles existantes, là je serais un peu moins expert sur ce qui est existant, mais il faut savoir qu'il y a vraiment une panoplie de métiers existants qui gravitent
autour de ces thématiques-là qui sont vraiment énormes, que ce soit sur, par exemple, des experts de la construction bois, que ce soit sur des experts de l'ACV, enfin pas de l'ACV, pardon, de la ventilation. Il y a beaucoup de thématiques qui gravitent autour et je pense que il existe plein de choses possibles pour Des experts en DPE, j'imagine aussi. Enfin, il y en a plusieurs. Barbara demandait aussi si s'il est possible d'être consultant freelance dans ton métier en l'occurrence. Est-ce que tu en as déjà rencontré? C'est une bonne question. Je pense que oui, ça existe. Il me semble que oui, notamment pour les DPE. Pour les DPE, parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait, qui a une grosse demande, et donc il y a une formation aussi pour être formé à ces sujets-là, et ensuite en freelance faire ses DPE à son compte. J'ai pas plus d'informations que ça, mais je pense que oui, ça c'est quelque chose qui se fait totalement. On parle beaucoup des métiers en tension aussi, les métiers où on a du mal à recruter dans cet univers-là. Est-ce que tu en connais? Tu parlais des DPE, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, j'avoue que je saurais pas te dire. D'accord, mais DPE, il semble que ça soit difficile à recruter et potentiellement c'est un bon axe à étudier. Un bon axe, ouais. D'accord. Mais sur les métiers du BTP, globalement, il y a une petite baisse dans le secteur des aménageurs. Les aménageurs ont eu un petit coup de mou, il me semble, en 2023. Mais il reste quand même beaucoup de sujets qui sont très demandés dans le secteur du BTP. Qu'est-ce que c'est qu'un aménageur? Les aménageurs, ça va être un petit peu ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un peu ceux qui vont mettre enfin, si un bâtiment existe, c'est parce que du coup, un aménageur a décidé de proposer, de répondre à une appel d'offres et de construire en gros tel ou tel bâtiment. Et ensuite, cet aménageur, il va faire le choix de prendre telle ou telle entreprise pour construire ce qu'il a conçu. D'accord, ok. Super, je vois qu'on touche doucement à la fin du live. S'il y a d'autres questions, c'est le moment parce que ça vient de terminer. Est-ce que toi, Mathéo, il y avait d'autres sujets que tu avais envie de partager? Sur la réalité de ton métier au quotidien, est-ce que c'est quelque chose, les horaires sont durs, ça peut être dans cette zone-là? C'est marrant cette thématique des horaires. Enfin, je pense que en plus du coup travaillant à Paris, il y a un petit peu souvent ce sujet du présentéisme. C'est vrai qu'il y a autour de moi des personnes qui font des horaires assez conséquents. Je me rappelle lors de mon premier métier, vraiment les gens partaient 19, 20 heures. Mais je pense que il n'y a pas d'obligation particulière dans le sens où, par exemple, je fais de l'athlétisme tous les soirs, je vais à l'entraînement et je pars aux alentours de 17h50, 18h, ce qui est totalement, enfin, ce qui est correct. Hein. Et donc, ce que je trouve assez drôle, c'est que personne ne me pose la question ou ne me fait de remarques si je pars plus tôt, parce que justement, j'ai pu nouer avec eux et échanger avec eux sur ma pratique régulière. Et donc, quand je pars un peu plus tôt, ils vont me dire bon entraînement, ou ils vont être assez... Enfin, il va pas y avoir de sujets, de sujets, de trucs désobligeants. Donc, je pense que c'est aussi à nous, en tant que jeune génération, de faire comprendre que certes, le travail est important, mais ce qui s'articule autour est primordial aussi, quoi. Que le sens n'est pas que ce qu'on fait le travail, mais ça peut être plein d'autres choses. Et même au sein du travail, ça peut pas être nécessairement que son métier, mais aussi l'environnement dans lequel on fait, qui est aussi un thème sur lequel on revient beaucoup dans le bilan de compétences, je pense. Barbara nous demande si c'est possible de rester en contact via LinkedIn. Bien sûr. Ah, excusez-moi, j'ai un peu perdu la connexion. Ouais, super, c'est gentil. Oui, bien sûr. Du coup, Mathéo Gabon sur LinkedIn, c'est facilement trouvable. J'ai noté. Ça bug un petit peu. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi. Peut-être que je peux répondre à la dernière question du coup. Je sais pas si ça bug que de mon côté ou si c'est Clémence qui bug.
Ah, c'est Clémence. Bon, bah, je vais essayer de prendre le relais comme je peux et de répondre à la question, as-tu un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer dans ton métier? Et du coup, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes, si vous en êtes au bac, si vous en êtes en études supérieures, si vous en êtes, si vous êtes déjà en emploi. Mais l'idée, enfin, le principal conseil, c'est de se renseigner. Du coup, bah, d'ailleurs, merci beaucoup à l'existence de Chance parce que il y a des fois une forte inégalité sur cet accès à l'information. Et donc, c'est hyper important de prendre le temps de se renseigner sur bah, les passerelles existantes, sur les voies existantes. Et en plus, on a une ère où sur Internet, on trouve énormément de ce type de données. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à contacter des gens. Voilà, vous allez sur LinkedIn, vous posez la question à 3, 4, 5 personnes. Il va y en avoir 4 qui vont peut-être vous ignorer, mais 2 qui vont vous répondre. Et ce sera hyper intéressant. Et c'est des personnes qui potentiellement pourront vous tendre la main, vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas, même moi, à me questionner, me poser des questions plus précises et à vous tourner vers d'autres professionnels de ce métier. Merci beaucoup, Mathéo. C'est vrai que la puissance de l'entraide sur ces thématiques de partage d'informations sur l'emploi, elle est magique. Et d'ailleurs, à ce propos, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais Barbara ou les autres, d'ailleurs, si vous avez des questions sur un thème en particulier, n'hésitez pas à les poser sur 3 minutes pour les autres. C'est vraiment une interface super simple qui vous permet de demander un petit peu d'aide, de passer un petit peu de temps au téléphone avec quelqu'un. Et dans l'autre sens, si vous avez envie de partager vous, votre métier, ce qui vous anime dedans, d'y prendre part, c'est très simple, c'est gratuit. Vous recevez tous les jeudis, si je dis pas de bêtises, une newsletter avec 10 profils que vous potentiellement pourriez aider. Et ça prend pas longtemps, ça peut changer la vie. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Un grand merci à nouveau, Mathéo. Passe une très belle fin de semaine. Une belle fête de la musique sous la pluie. À très bientôt et au revoir à tous. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.